Bonjour et bienvenue dans Outdoor Minds. La crise de la Covid-19 a été un véritable catalyseur pour certaines tendances dans notre société, en particulier en matière de consommation de l'outdoor, c'est-à-dire tout ce qui se pratique dehors. Nous vivons un changement de paradigme très fort et nous assistons à des rebonds étonnants. Dans cette série d'émissions et d'interviews, nous voulons partager les savoirs et les expériences des plus grands esprits qui font l'outdoor d'aujourd'hui et de demain. C'est la rencontre d'une experte du marketing dans les secteurs du tourisme et des marques de sport avec une experte du capital immatériel des entreprises, en particulier des marques, qui a donné naissance à cette balado-diffusion. Bonjour, c'est Armelle Solélac. Bonjour, c'est Ariane Favier. Et c'est parti pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, nous allons parler du capital immatériel des marques. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on le détecte? Et nous partirons à la rencontre de Franck Essat de Meub pour voir concrètement comment il développe le capital immatériel de sa marque et comment il détecte celui des entreprises dans lesquelles il investit. Alors Ariane, pour faire short and switch, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le capital immatériel d'une marque et à quoi ça sert? De quoi on parle effectivement lorsqu'on apprend une marque à travers le prisme de l'immatériel? Eh bien, il existe trois thématiques clés en rapport avec l'actif immatériel de la marque. La thématique du potentiel et de la singularité de la marque, qui est prépondérant. La dimension également de la protection de la marque et la dimension du déploiement de la marque sur internet. Ces trois grands thèmes sont eux-mêmes reliés à des risques ou des opportunités latents au sein de chaque entreprise, de toute entreprise en fait. Dans les opportunités, on peut citer, par exemple, une marque singulière, distinctive et forte par rapport à celle de ses concurrents, ou alors une marque qui va être engagée au niveau, social ou sociétal, environnemental, au-delà, de l'aspect, réglementaire qui a véritablement un fort engagement, dans cette dimension-là, qui a des valeurs qui sont incarnées par, l'ensemble de ses, parties prenantes, internes ou externes. En fait, on parle ici surtout d'une démarche qui est authentique et qui n'est pas cosmétique. Heu, voilà. Il peut y avoir aussi des opportunités, intéressantes sur les stratégies, et les canaux de communication, alignés ou pas, heu, tant dans le fond que dans la forme. Si on a effectivement une cohérence aussi bien dans ce que veut dire le propos de l'entreprise et la façon dont elle le dit. Et puis au niveau de la dimension de la propriété intellectuelle, est-ce que la protection de la marque, est suivie et établie, régulièrement, et avec des process, robustes. Lorsqu'on en aborde les risques, on peut retrouver par exemple, une marque dégradée qui va être obsolète, hors marché, banalisée ou vieillissante et qui ne permet plus, d'attirer de nouveaux talents, ni de favoriser l'attachement des collaborateurs à l'entreprise. C'est le problème que l'on retrouve avec les marques employeurs qui ne sont pas attractives. On peut avoir aussi des fragilités lorsqu'on a une mauvaise protection intellectuelle de la marque, c'est un risque, important. Tout comme le manque de veille et de visibilité qui concerne la notoriété et la réputation. Mais comment tu détectes le capital immatériel d'une marque? Alors l'appréhension du capital immatériel de la marque est très souvent, intuitive. En fait, comme pour tout actif immatériel, on a des signes un peu de partout et on surfe là-dessus, mais de façon très intuitive. Et malheureusement, l'intuition, c'est très bien, mais ça ne permet pas de mesurer et d'appréhender, l'immatériel de façon, le plus exhaustive possible. Parce qu'on sait très bien que ce qui ne peut pas être mesuré ne peut pas être piloté. Donc, pour, détecter et évaluer l'ensemble de ces composantes, il existe plusieurs outils et méthodologies. Nous, on en a développé une, chez Holloway sur laquelle on va, dans laquelle on va, par exemple, évaluer, les points suivants. Ça peut être la stratégie de la communication, on parle là de l'alignement entre la stratégie et puis, les différents canaux qui en découlent. Est-ce que cette stratégie est en phase avec la nature du produit et du service, vendu?
la singularité de la marque, également. Est-ce qu'elle se retrouve, dans son offre? Comment est-ce qu'elle est perçue? Hem, Est-ce que la marque peut être confondue avec une autre? Ça, ce sont des indicateurs que l'on va mesurer. On va à nouveau évidemment donc regarder comment la marque est protégée, y compris donc dans la gestion de ses noms de domaine. Et puis, regarder également si la marque a une relation, d'influence avec ses différents publics, si elle a, une façon de s'exprimer avec ses publics, hem, de façon personnalisée. Est-ce qu'il y a une communauté qui se lie, qui se crée autour de cette marque-là? On peut aussi alors, il y a également toute une dimension, sur l'existence ou non de dispositifs qui sont dédiés à la gestion des risques de la réputation. Donc, la réputation, on en a parlé dans des épisodes, précédents, qui découle effectivement beaucoup de cet alignement, authenticité, valeur, comment je partage ça? Comment je le partage dans le fond et comment je le partage dans la forme. Donc au regard des canaux de communication et puis au regard de la qualité de la relation, de service rendu par les collaborateurs qui sont plus ou moins motivés et qui vont être en contact avec les différents publics. C'est ce qu'on appelle des porteurs d'actifs. Chaque individu qui finalement incarne un petit peu, cette marque, s'il l'incarne positivement parce qu'il s'y reconnaît, parce qu'il y a un vrai partage de sens et de valeurs, cela contribue à une bonne réputation et en revanche, si on est sur une marque désincarnée avec effectivement des collaborateurs au contact de la clientèle qui, ne sont pas attachés à cette marque-là, on a des gros risques au niveau réputationnel. Donc bref, l'objectif d'une évaluation, en somme, c'est de cartographier l'ensemble des signes qui permettent de distinguer les biens et les services offerts par l'entreprise pour se démarquer, de ses concurrents. Alors, comment faire pour que le capital immatériel de ma marque soit un levier de création de valeur et de compétitivité dans mon activité? C'est ce que nous allons voir avec notre invité de ce jour. Bonjour Franck Essat. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes, nous dire quel est ton parcours et qu'est-ce que c'est que Mub? Alors j'ai un parcours, les 25, et quelques années, je les ai dédiés essentiellement à une carrière au sein de sociétés, leaders sur le marché des articles de sport, donc d'équipement de la personne. Et j'ai une trajectoire qui a évolué en fait. J'ai été cadre dirigeant pendant très longtemps et puis, après j'ai travaillé de plus en plus avec des fonds d'investissement et j'ai eu à acheter, vendre ou introduire des sociétés en bourse et pour le coup, ça m'a donné aussi le goût de l'investissement, pour pouvoir accompagner vraiment des projets porteurs de valeur, et j'ai trouvé ça extrêmement stimulant et de travailler au contact la plupart du temps, de jeunes entrepreneurs porteurs de projets. Et puis à force de travailler au contact de jeunes entrepreneurs, je suis moi-même devenu entrepreneur il y a quelques mois. J'ai racheté récemment la société, une petite marque qui s'appelle Mub, MUB, spécialisée dans la bagagerie, fonctionnelle, pour des gens comme nous qui, avons des déplacements réguliers à faire de 1 à 3 jours et qui avons à cœur d'emmener de quoi travailler, de quoi se changer, de quoi rester actif et sportif pendant de déplacements professionnels. Ça, c'est une partie. J'ai une activité de consulting aussi que j'ai débuté il y a 5-6 ans. Et puis, là, je suis en création d'une société, qui verra le jour l'année prochaine, qui va s'appeler Epic et qui là rejoint ma passion puisqu'il s'agit de monter un base camp, dédié aux passionnés de sport outdoor, plutôt sur le bassin annécien. Un serial entrepreneur, donc. Oui, un parcours, assez divers. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière, mais, j'aime cette curiosité d'entreprendre et de côtoyer des gens d'univers, totalement, différents. Franck, tu as occupé, des fonctions, marketing, vente et produits en France et à l'étranger, dans les plus grandes marques de sport, Nike, Puma, Oxbow, Le Coq Sportif, ou encore, Daikin ou Decade. J'ai toujours un petit souci sur la prononciation. Comment ces célèbres marques d'outdoor pilotent-elles leurs ressources immatérielles et en particulier au niveau de leur marque? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Oui, alors, tu vois, je rebondis sur, la difficulté de prononcer la marque, Dakine.
Et c'est intéressant parce qu'en fait, je crois qu'on n'a pas fait du très bon boulot et étant donné que je lidais ce travail-là, je me mets évidemment en défaut, notamment auprès d'un public français ou Sud-Europe. Parce qu'il y a une histoire derrière ce nom, c'est pas un nom qui a été trouvé par hasard et on oublie trop souvent d'expliquer, ce que c'est à l'origine. Et en fait, Dakine, c'est The King en hawaïen. Donc voilà, Dakine de The King en fait et donc c'est un peu présomptueux, mais c'est une marque qui se veut être la meilleure sur son marché. Et quand tu l'expliques, tout d'un coup, tu donnes, un supplément d'âme à ton nom. Et parfois, on considère que c'est de l'acquis et que les gens savent ou on passe assez vite là-dessus pour s'intéresser à autre chose. Or, je pense que moins on est connu et ou plus on est perdu et plus il faut revenir à ses racines et réexpliquer à la base ce qui a fait la jeunesse de cette marque. Le challenge étant évidemment de l'inscrire dans des codes modernes et pas forcément rester dans la nostalgie. Donc, la question, c'est comment ces sociétés pilotent leurs actifs immatériels que constitue la marque. Absolument. Euh, Écoute, c'est vaste dans le sens où, en fait, quand j'ai essayé de réfléchir à qu'est-ce qui peut être un tronc commun à toutes ces sociétés dont la marque finalement est à la fois la colonne vertébrale et souvent un référentiel de décision, permet de passer justement à travers les crises et à ce que tout le monde garde ce qu'on appelle la North Star en tête. Et en fait, j'ai identifié des choses, il y en a probablement bien d'autres, mais en tout cas, celles-ci sont celles que j'ai pu expérimenter. Et la première des choses, c'est que je pense que la marque ne doit pas être considérée comme un élément isolé. La marque, moi, je l'inscris toujours dans un triptyque qui est constitué de la culture, de la marque et de la stratégie. Et dans la stratégie, je mets le business, les produits, tout ce qui est expression, on va dire exécution de la stratégie. Euh, Effectivement, la marque, vous l'avez défini, c'est un référentiel. Il y a beaucoup d'aspects importants à la marque, mais si elle est en décalage avec la culture d'entreprise, c'est-à-dire pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire sur Terre, comment, en quoi on croit en fait, et comment mon corpus social est constitué et comment on l'embarque dans le projet. Bon, là, on a un décalage qui est pas porteur de valeur, au contraire, qui est vraiment source de confusion. Si on a une marque qui va dans un sens et que la stratégie, elle est drivée par la finance ou par le commerce, là aussi, on a un décalage. Et là aussi, on a un risque de perdre ses consommateurs et de détruire la valeur. Bon, voilà, ça c'est mon premier point, c'est l'alignement entre culture, stratégie et marque. Et c'est pas évident. C'est souvent l'apanage du CEO, puisque c'est celui qui donne la direction, qui arbitre les décisions et qui doit créer un référentiel commun. La deuxième chose, qui est liée du reste, hein, c'est être porteur de sens. Alors c'est très galvaudé en ce moment, mais ça n'a jamais été aussi important. En gros, c'est quoi ma mission purpose, quoi, et comment ma marque va nourrir ma mission. La mission, c'est plus important presque que tout le reste. Donc on va la construire parce que les attributs, les valeurs, les core beliefs, et cetera, qui sont les propres de la marque seront en adéquation avec ce qu'on veut faire en tant que société, hein. Quelle est la valeur qu'on propose aux gens et pas simplement aux consommateurs, à nos employés, à nos partenaires, à nos actionnaires, et cetera. Une autre, après on est plus dans les caractéristiques, c'est-à-dire qu'il faut être différenciant, il faut être inspirant, faut être rassurant pour certaines personnes, c'est extrêmement important, le fameux value for money ou délivrer. Il faut être honnête aussi, c'est-à-dire délivrer. On fait une promesse, il faut délivrer la promesse, et c'est difficile, il faut le faire, tous les jours, année après année. Mais aujourd'hui, les gens sont hyper, informés et se parlent et c'est vrai qu'on ne peut pas décevoir trop souvent, donc là-dessus, c'est normal. C'est un contrat qui a été revisité, ces dernières années avec, un consommateur ou avec des partenaires et il faut aligner les planètes pour délivrer ce qu'on a dit qu'on donnerait. A fortiori quand on est une marque qui est premium, on demande beaucoup d'argent aux gens, donc c'est de l'engagement et il faut pas décevoir.
Mais pas que. Je veux dire, quand Decathlon dit, enfin, Decathlon, c'est l'accès au sport, c'est value for money, et là-dessus, ils exécutent leurs promesses extrêmement bien. Grâce à cette enseigne, des tas de gens se sont mis au sport. Donc, et après, libre à eux de monter en gamme ou pas, mais ils ont un vrai rôle presque social, en fait. C'est même d'ailleurs un rôle social dans la société. Une chose que j'ai remarqué aussi, c'est l'aspect congruent. C'est-à-dire que, quelles que soient les expressions, les points de contact, il faut être congruent. C'est-à-dire qu'il faut que on raconte la même chose de la même façon, dans l'ensemble de ces expressions, et c'est pas évident parce que quand à la limite il s'agit d'une campagne, c'est piloté, c'est tout est bordé, mais quand il s'agit de, tu le disais, d'incarner, la marque, si on a des milliers de collaborateurs, il faut idéalement que chacun puisse, porter les mêmes valeurs. Il ne s'agit pas non plus de lobotomiser les gens ou d'avoir une espèce d'uniformisation de leur expression, mais il s'agit juste de dire quand vous parlez de l'entreprise ou de la marque, faut pas être dissonant, quoi, hein. C'est notre référentiel commun, c'est celui-ci, et c'est compliqué parce que, la marque étant, on le disait, inspirant ou excitant, ou on a souvent en fait, autant de définitions de la marque que l'on a d'employés. Or, c'est là où un brand manifesto et définir des valeurs communes et cetera est super important. Sans ça, on peut pas en vouloir aux gens d'avoir leurs propres, soit leurs propres opinions, soit, leur propre façon de les exprimer. Et on sait qu'un mot est important, on sait qu'un visuel est important, on sait qu'un comportement est important. On sait que des best practices sont importantes. Négocier très hard, alors qu'on est une marque plutôt, dans l'empathie, la bienveillance, ça colle pas. Donc, même au niveau de la démarche commerciale, il faut aligner tout ça, et c'est super compliqué quand on est dans des grosses structures, ou quand on a, une croissance hyper forte et qu'on on onboard des jeunes, notamment tous les jours, quoi, ou toutes les semaines. Donc, là aussi, il y a une notion de congruence qui est forte. La notion de résilience, et on l'a vraiment, expérimenté, malheureusement connu ces 2 dernières années avec cette pandémie. Je le disais, dans les moments difficiles, il faut avoir cette espèce de colonne vertébrale. Il faut garder ce cap, et c'est souvent la marque, la stratégie et quelques personnes qui en sont garants dans l'entreprise qui sont les plus à même de passer les moments difficiles. Il est clair que le bouton panic mode, il est jamais très, très loin, ou le bouton reset. Pour autant, il faut se garder de l'actionner trop vite parce que, on voit très bien que les marques se construisent sur le long terme. Elles sont plus faciles et plus rapides à défaire qu'à faire, et qu'à partir de là, le pire est de céder au court terme et de vouloir tout changer parce que tout d'un coup, au niveau financier, ça commence à trembler. Bon, il y a d'autres choses à mettre en route que d'aller, prendre des courts-circuits pour, finalement dépositionner sa marque, discounter à mort, et puis avoir un discours qui est beaucoup trop, court-termiste. On risque de perdre les gens et du coup de ne pas sortir de la crise de la meilleure des façons. C'est compliqué, hein, ça nécessite beaucoup de courage de se dire: «Bon, c'est la tempête, mais on va garder le cap», et c'est ce qu'on demande à des leaders forts et qui incarnent justement, tu le disais, cette notion de marque. Hem, alors incarner, c'est bien, c'est nécessaire, on parle de culture, on parle des gens, et puis il y a un petit danger aussi. C'est-à-dire que si c'est trop incarné, on devient, dépendant d'une personnalité. Hein, on l'a vu, au moment, malheureusement, de la disparition de Steve Jobs, qui était un magnifique exemple d'incarnation. Il y a eu pas mal d'inquiétudes de se dire: «Bon, qu'est-ce que ça va devenir?» C'était tellement Jobs que Apple, que derrière, so what, quoi. Alors évidemment, il y a un product pipeline de 10 ans d'innovation qui a déroulé, mais c'est pas que de la product innovation, c'est bien plus que ça. Voilà, donc c'est d'où la nécessité de formaliser les choses aussi. On parlait de brand manifesto ou de mission purpose et strategic deck, et cetera. Mais tout ça, ça paraît un peu formel, mais c'est de se dire, si jamais, heu, le ou les dépositaires de la marque dans l'entreprise ou de la culture s'en vont pour une raison ou pour une autre, il reste quand même quelque chose d'extrêmement fort et structurant. Et on l'a vu, finalement Apple se porte très bien, et on a vu aussi, je l'ai moi connu chez Nike,
On disait quand Phil Knight va prendre du recul, ça va être compliqué, quoi. Or, on a vu que les gens se sont succédés, y compris au plus haut niveau, et Nike continue à battre des records. Et aujourd'hui, d'ailleurs, avec l'arrivée du nouveau CEO qui a un background complètement différent des précédents et qui est lui beaucoup plus sur la tech, le digital et autres, il y a eu aussi des interrogations, des doutes en se disant bon, attention, on est en train de perdre l'esprit. Et en fait, on voit que quand la marque et la culture sont posées, finalement, elles résistent au changement des hommes. Et ça, on parle beaucoup de succession planning, mais c'est vraiment quelque chose c'est notre responsabilité, en tout cas, tant qu'on est là dans la société, de le mettre en place pour que justement, le jour où on s'en va, ça puisse perdurer. Et tu le signalais, Ariane et Armel, c'est la communauté aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus des marques qui sont définies et il y a un message one way message au consommateur. On accepte de partager sa marque. Et on a des communautés qui la font vivre en fait. Tu vois, chez Oakley, on avait une marque extrêmement communautaire et on avait des sites en parallèle non officiels, mais qu'on acceptait. Je veux dire, on n'essayait pas de les fermer, on leur faisait pas la guerre parce qu'en fait, c'était des gens qui étaient tellement passionnés, qui faisaient vivre la marque au-delà de l'ensemble des actions qu'on pouvait mener de façon plus officielle. Et même on les aidait, on les supportait. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir s'appuyer sur une communauté et justement Une communauté qui s'approprie la marque, en fait. oui, C'est ça. ouais, il faut Mmh. pas avoir peur, je pense aussi de partager un peu sa marque. Hein, il y a une schizophrénie aussi, c'est bien, c'est normal parce que la marque, c'est encore une fois, c'est extrêmement précieux et fragile. Mais quand on a affaire à des gens qui sont passionnés, qui dédient du temps, des ressources, de la créativité, il faut s'ouvrir, il faut accepter de la partager un peu. D'autant plus que l'innovation peut arriver par ces canaux-là également. C'est-à-dire qu'on en fait, une fois que la marque est vraiment, ancrée, les valeurs partagées, et qu'on laisse le public, s'approprier cette marque-là, ils peuvent être également, eux, créateurs et innovants d'autres dimensions auxquelles tous les personnes qui composent le marketing de la marque n'auraient jamais pensé. Et c'est là où c'est intéressant parce que là, pour le coup, après, l'incarnation est d'autant plus forte, elle est vivante, c'est une dynamique vivante. Absolument, moi et tu vois, je suis surpris là, je disais j'avais racheté cette jeune marque, MUB et on a affaire à des utilisateurs, passionnés qui vraiment utilisent le produit au quotidien et on se pose comme apporteur de solutions de mobilité, business et sport et pour le coup, même sans les solliciter, ils nous envoient des photos, ils nous envoient de leur feedback produit, des idées pour améliorer les choses. Tout ça, c'est gratuit donc il faut absolument, s'appuyer là-dessus. C'est ce que les grandes marques parfois, oublient un peu parce qu'évidemment elles ont des ressources d'un tel niveau si tu veux qu'on part du principe qu'évidemment, on sait mieux mais que le consommateur lambda, mais on n'est jamais, à l'abri, d'avoir une bonne surprise et d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui a une super idée, quoi. Et parfois c'est rien, c'est un mot, c'est un email, c'est une photo et ça fait réagir et par esprit d'escalier ça aboutit à des choses super. Donc oui, il faut s'appuyer sur cette communauté, c'est clé. Voilà. Hem, alors après la question du pilotage, je ne sais pas trop, ce que ça veut dire piloter une marque. Il y a des gens dont c'est la charge. Évidemment, plus ils sont forts et talentueux, mieux ça se passe. Mais je crois que la marque, elle doit être humble et plus elle est forte, plus elle doit être humble. C'est-à-dire qu'elle doit être à l'écoute vraiment permanente du marché pour capter les signaux forts, les signaux faibles. Ça va très vite et on voit qu'il y a des marques qui tombent dans une crise, vraiment difficile et qui peut être extrêmement, compliquée à passer, parce que parfois elles n'ont pas su écouter vraiment, ce qu'on disait à leur sujet. Ou, elles n'ont pas vu que par esprit de ricochet, ce qui se passait, sur des marchés connexes ou un endroit de la planète pouvait les impacter et puis elles se font choper, quoi. Et ça arrive dans toutes les marques. Enfin, toutes les marques qui sont, grosses, visibles, et qui ont suffisamment je veux dire, d'années derrière elles, tôt ou tard, elles se font attraper par une crise. Et là, on rejoint l'aspect d'honnêteté. Par exemple, puisque vous m'avez demandé de partager des exemples, chez Le Coq Sportif, on a été, contacté par une journaliste
d'un grand quotidien extrêmement lu, hebdomadaire, pardon, extrêmement lu, qui nous dit vous faites des maillots dans des ateliers clandestins. Bon, bah écoutez, non, pas à notre connaissance, non, effectivement, on visite toutes nos usines, on a un process de certification, etc. Et puis, d'ici ici, bon, ça se fait en Argentine, et donc, je dis, bah écoutez, moi, je pense pas. Maintenant, il faut nous en dire davantage. Parce que nous, on ne demande qu'une chose, c'est de pouvoir investiguer. Et puis, en fait, on s'est aperçu que c'était. Donc, on avait un partenaire argentin. C'était pas quelqu'un c'était quelqu'un qui contractuellement qui était lié à nous, mais c'était un licencié. Et en fait, c'était un atelier clandestin qui faisait des copies de produits à 40 km de Buenos Aires. Donc, c'était même pas des vrais produits. Et tout ça est arrivé en plein Noël, Nouvel An. Voilà, donc j'ai passé les fêtes à essayer de débrouiller le truc, d'investiguer. J'étais prêt à partir en Argentine pour voir comment ça se passait, parce qu'il faut agir très vite et il faut prendre les choses au sérieux. Et malgré toute la bonne volonté et tout ce qu'on a pu mettre en œuvre pour démontrer qu'on était de bonne foi, en fait, le papier il est sorti, quoi. Donc, on n'est jamais à l'abri non plus que bah, les gens, quand ils veulent publier quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Et ça, c'était pas très fair, mais c'est comme ça. Donc, je veux dire, tôt ou tard, même si on fait les choses bien, on n'est jamais à l'abri de se faire attraper par une crise. Donc, c'est la notion d'honnêteté et d'essayer, en tout cas, de faire tout son possible pour prouver que on fait ce qu'on a dit qu'on ferait, et on dit ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, est de plus en plus apprécié de la part des clients et des partenaires. Oui, alors également, la façon de piloter, il y a de l'immatériel, il y a du notion de la subjectif, la perception, mais il y a de la notion aussi il y a des outils pour le faire. Régulièrement, chez Oxbow, on faisait un brand monitoring tous les 2 ans, chez Oakley aussi, et on mesurait des items, toujours en gardant la même méthodologie, toujours en gardant la même agence, pour pouvoir évidemment éviter les biais. Et puis là, bah, c'est les items classiques, on mesure la notoriété assistée spontanée, les valeurs perçues, revendiquées, l'engagement, l'achat, la recommandation, et cetera, et cetera. Donc ça permet d'avoir un baromètre et de finalement rendre pragmatique le romantique. Alors pourquoi on l'avait fait chez Oxbow? Parce que, en fait, le VC auquel on appartenait, au bout de 2 ans, où il avait racheté la société, il a eu la bonne idée de nous dire qu'on allait introduire la société en bourse. Et là, évidemment, tu prends conscience que ta marque, c'est un capital immatériel, mais qui a une valeur qu'il faut définir. Et plus la valeur est importante, et mieux c'est. Pour une communauté financière à qui tu vas, ou le public d'ailleurs, à qui tu vas demander de prendre une participation. Donc, tu as évidemment la notion de stratégie, la notion des hommes, est-ce qu'ils croient en l'avenir de cette société, l'histoire que tu racontes, la stratégie, et qui l'apporte, mais il y a évidemment beaucoup d'affect. Et d'ailleurs, les gestionnaires de fortune ou les VC ou autres nous disaient, écoutez, nous on a un portefeuille, on a dans ce portefeuille des valeurs qui sont plus émotionnelles que d'autres. Et le sport et l'outdoor, c'est émotionnel. Donc, nous, on s'intéresse évidemment aux fondamentaux et aux critères sur lesquels on prend nos décisions d'investir ou pas. Mais en même temps, il y avait toujours cette dose d'émotion au final, qui les amenait parfois à recommander le titre, alors que bon, les critères étaient peut-être pas forcément toujours aussi forts que les autres. Voilà. Et ce qui marche finalement pour le consommateur, mais ça marche pour tout le monde. Et donc la valorisation, en fait, la valeur de marque, elle est super importante. Aussi quand il s'agit d'introduction en bourse, de rachat, de vente de société, c'est pas que quelque chose qui permet de vendre du produit. C'est C'est à ce aussi, moment-là qu'on peut la valoriser, la marque. C'est lorsqu'elle change de main. C'est à ce moment-là, essentiellement, oui, alors qu'elle est valorisée financièrement. après tu as des sociétés qui valorisent les marques, suivant des méthodos à elles, mais c'est pas évident, hein. Et puis, pourquoi la valoriser en fait? C'est Enfin, faut avoir un but, quoi. Faut avoir une raison de la valoriser. Ça coûte de l'argent, c'est quand même un peu fastidieux, donc il faut avoir une bonne raison de le faire. Après le reste, il y a bien d'autres façons
de valoriser une marque, notamment, le succès commercial, notamment le taux d'engagement, notamment, c'est pareil au niveau des gens, les people. Si tu as pas de turnover, c'est que tu as un bon management, mais c'est peut-être aussi qu'il y a une fierté de travailler pour cette marque. Donc il y a plusieurs critères comme ça, des items à mesurer où on se dit: «Bon, finalement la marque elle est forte et pas simplement dans sa dynamique, de goodwill, à placer au bilan, mais sur bien d'autres aspects, y compris humains, environnementaux et cetera et cetera». Et du coup, pour conclure, quels conseils ou recommandations tu donnerais à quelqu'un dans le secteur de l'outdoor qui voudrait développer son capital immatériel de marque ou à quoi est-ce qu'il faut être attentif quand on veut investir dans une marque outdoor? Moi, je pense qu'il faut la définir très, très tôt, et très vite, pardon et très bien, et quand je disais il faut pas hésiter à y passer du temps, parce que c'est du temps de gagner sur les années suivantes. On a tendance à passer un peu vite, on a tendance à partir, très vite sur le produit par exemple mais on parle bien de plateforme de marque et une plateforme par définition, c'est solide et c'est quelque chose qui sert à construire au-dessus. Donc si ta plateforme elle est bancale ou elle est fragile, c'est compliqué pour la suite et une fois que la marque s'exprime sur le marché, c'est encore plus difficile. Parce que là, ça oblige à la revisiter et à pivoter et ça, c'est jamais simple. Ça, c'est une première chose. Vous l'évoquiez, c'est très juste, le paysage concurrentiel également. Heureusement et malheureusement, on est dans un domaine passionnel, le sport et l'outdoor en particulier et on a tendance à tomber amoureux de ces projets. Or, il faut quand même bien analyser si, le projet est viable ou pas, en quoi il est différent des autres ou en quoi, qu'est-ce qu'il va apporter de plus en fait? Et là, c'est quelque chose qui est important, c'est se poser les bonnes questions et se les poser tout le temps. C'est qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Comment on le fait? Pour qui on le fait? Combien ça coûte? Où on va? Avec qui? Et ça, c'est encore une fois, on se lève pas tous les matins en se posant ces questions, mais c'est un peu schizo, mais c'est nécessaire régulièrement de faire un step back et de se reposer et de se dire: «Est-ce qu'on est toujours bien dans les clous de ce qu'on a dit qu'on ferait, quoi? Est-ce qu'on est dans notre mission? Est-ce qu'on le fait avec les bonnes valeurs?» Tiens, on a des difficultés, pourquoi? Ou d'où vient le problème, en fait? Et je pense qu'au moment d'investir dans les sociétés ou de créer des sociétés, on revient toujours aux hommes. Si on sent que le porteur de projet est capable de ce genre de remise en question régulière sans perdre le cap, eh ben, je pense que c'est le bon, quoi. En tout cas, il est bien meilleur que celui qui pense tout savoir et qui part bien en tête sur des trucs, sans avoir, respecté les étapes fondamentales. Donc ça, c'est ça, c'est important. Après, je le disais, travailler son alignement, c'est important. Pas faire de compromis, pas prendre de court-circuit, trop rapide parce que tout d'un coup, il y a des nuages, ça on en aura toujours, quelle que soit la maturité de sa marque et la santé de son business. Bien travailler sa marque employeur parce que, on est souvent tourné vers le consommateur parce qu'évidemment, c'est celui qui achète, mais la qualité d'une entreprise, c'est les hommes qui l'a fait et on parfois, on oublie de travailler cette dimension-là. C'est le workplace, c'est ses valeurs, c'est le référentiel commun, c'est comment on vit ensemble, les profils qu'on recrute, la complémentarité et cetera et cetera. Donc voilà, et puis s'appuyer peut-être le quatrième point, c'est s'appuyer sur une communauté engagée. On l'a dit et je pense que ce sera de plus en plus important, à l'avenir. Donc voilà mes convictions. J'ai fait suffisamment d'erreurs sur le pilotage des marques pour, avoir deux trois convictions et ce qui est fascinant, c'est que c'est un organisme vivant et que vous pouvez une marque, il y a 20 ans, c'est en partie la même qu'aujourd'hui et tant mieux. Il faut qu'il y avoir vraiment une constance dans le temps. Mais en même temps, le marché a tellement changé, les gens changent, les générations changent qu'il faut la faire évoluer sans cesse. Donc c'est sans fin et c'est passionnant puisqu'on est vraiment, quand même dans le domaine du frisson, quoi, hein. On crée des émotions et la marque, est dépositaire évidemment de certaines valeurs, de certains critères et cetera, mais elle est aussi surtout dépositaire d'émotions et d'expériences et je pense que c'est ce qui nous motive tous à construire des belles marques, que ce soit dans l'outdoor ou dans d'autres domaines d'activité. Merci beaucoup, Franck Essa, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et merci à tous d'avoir écouté Outdoor Minds.
Si vous avez aimé cet épisode et que vous en voulez plus, nous aurons le plaisir de nous retrouver mercredi prochain avec le snowboarder médaillé olympique Polo Delerue. Pour nous soutenir, nous vous invitons à mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de diffusion de podcast. Et bien entendu, vous pouvez partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à cette balado-diffusion sur votre plateforme favorite. À très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds.